Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 20 minutes chrono, l'émission de l'école de journalisme de Sciences Po en partenariat avec Public Sénat, qui décrypte les municipales de 2020 à Paris. Aujourd'hui à mes côtés, Caroline Deschamps, bonjour. Bonjour. Et nous recevons Cédric Villani. Bonjour Cédric Villani. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. J'aimerais commencer en reprenant une citation que vous avez accordée aux Parisiens le 30 janvier dernier. Je suis le seul à défendre un projet, pas un parti. Vous étiez à LREM il y a encore 3 semaines. À l'époque, vous n'aviez pas de projet? Ici, je suis là pour dire, c'est une référence par rapport aux autres candidats, pas par rapport au passé. Et déjà, au moment où j'ai présenté ma candidature le 4 septembre, c'était un projet qui n'était soutenu par aucun parti. Et d'ailleurs, ça paraissait complètement dingue. 4 septembre, je me présente avec juste aucune structure. Aucun soutien financier, aucun soutien en ressources humaines, aucun soutien par rapport à la production d'idées. Et maintenant, voilà, 5 février, meeting au Trianon, devant une salle archi-comble, je présente le programme, accessible maintenant, les têtes de liste dans tous les arrondissements, et la vision, le projet, une table ronde qui permet de parler des contours politiques du projet que je porte, avec des gens qui viennent de la droite, des gens qui viennent de la gauche, des gens qui se rassemblent pas autour d'une étiquette, mais d'une ambition pour Paris, d'une vision aussi bien du maintenant que du futur. Et puis, une autre vision émouvante pour moi, les 48 tirés au sort qui viendront renforcer mes listes dans une démarche de démocratie directe inédite à Paris. Alors Cédric Villani, on va venir dans le détail de votre programme, mais vous avez été exclu de LREM. Est-ce que ça veut dire que maintenant vous êtes un homme libre? Plus libre que jamais, je crois par définition. Et cela est un avantage, si vous me permettez, à notre époque où les partis se parlent entre eux, où l'on met si souvent l'accent sur les jeux d'appareils, sur les rencontres de tel ou tel, sur les tractations de tel ou tel, détournant de ce qui est l'essentiel, le lien entre la personne politique et les citoyens, en l'occurrence le lien avec les Parisiens. Là où les autres parlent aux partis, moi je parle directement aux Parisiens, aux Parisiennes, et c'est bien ça que j'ai fait au Trianon le 5 février dernier. Mais est-ce que du coup le divorce entre vous et le président... Qui a parlé de divorce? Qui a parlé de divorce? Pas de divorce. On a parlé de divorce. Dans la déclaration que j'ai faite après à l'Élysée, après notre entrevue, j'ai parlé de divergence. Je n'ai pas parlé de rupture, je n'ai pas parlé de divorce, je n'ai pas parlé de conflit, j'ai parlé de divergence. Et ça va bien avec ce que nous disions sur la liberté. Je dis les choses quand je crois utile de les dire, telles que je les pense, sans être contraint par un jeu d'appareil, sans être contraint par une doxa. Alors Cédric Villani, comme il est de coutume, dans 20 minutes chrono, nous sommes nous aimons la coutume. Nous sommes allés dans le 14e arrondissement où vous vous présentez pour savoir ce que les Parisiens pensent de vous. Regardez. Je trouve qu'il est, c'est sympa, il a l'air sympa comme garçon. Intelligent, illuminé, un peu inadapté, plutôt décalé. J'ai envie de dire, il est presque attendrissant. Il a un parcours de mathématicien prestigieux, donc c'est vrai qu'il détonne. Il détonne. Je sais pas, il est particulier. Il fait trop attention à lui, il se soucie trop de son paraître. Et pour moi, ça me dérange. Si on a un financier comme président, un mathématicien, au final, ça change quoi? Comment vous réagissez, Cédric Villani? Eh ben, on a eu plusieurs aspects. Là, le petit échantillon, il nous donnait à voir plusieurs réactions, plusieurs points de vue. Et ici, on parlait la dernière, je rebondis sur le dernier propos. Si on a un mathématicien, ça change quoi? Eh bien, justement, nous manquons de scientifiques engagés en politique, c'est ma conviction. C'est bien pour cela aussi que je me suis engagé dans En Marche en 2017, parce que c'était cette promesse de renouvellement en ouvrant la politique sur les forces vives. Un scientifique en politique, c'est quoi? D'abord, s'inscrit dans une tradition qui a fait ses preuves à diverses époques de notre histoire. À l'époque de la Révolution française, les grands savants de la Révolution, les Monge, Bailly, Fourier, ceux qui ont réorganisé la politique et joué un grand rôle pour la sauvegarde de la République. À l'époque du Front populaire, c'était les Jean Perrin, Marie Curie,
Émile Borel, qui se sont engagés pour que le progrès scientifique vienne nourrir le progrès social, et c'est exactement là-dedans que je m'inscris. Un scientifique en politique pour amener ce qu'on apprend en sciences, à savoir de la rigueur et de la vision, le fait de s'engager dans les grands défis de notre temps et le fait de ne pas avoir une carrière qui dépende de la politique. Un gage d'indépendance et de voir loin. Et je pense être le seul aujourd'hui dans les candidats municipaux à Paris à avoir cette ligne et ce profil. La mathématique, ça m'a appris la persévérance, la ténacité et la prise en compte vraie des grands enjeux. D'accord. En parlant de grands enjeux, vous les avez présentés au Trianon dans un grand meeting dont vous avez parlé tout à l'heure. Quelle était l'ambiance? Est-ce que ça ne rappelait pas un peu le départ du mouvement En Marche avant la présidentielle de 2017? Il y a certains des commentateurs ont dit on se croirait revenu 3 ans en arrière. Je l'ai vu écrit texto dans l'article d'un journaliste, avec en plus des grands enjeux tels que l'écologie. Et précisément, on voit bien que je m'inscris dans la continuité de ma démarche. Quand j'ai rejoint En Marche, je vous le disais, c'était précisément pour cette ouverture de la société civile et du monde politique, pour prendre en main des grands enjeux. En l'occurrence, on parlait beaucoup d'Europe au présidentiel. Ici, les grands enjeux que je mets sur la table, ce sont la transition écologique dans une perspective scientifique et rationnelle, le besoin d'agrandir Paris pour répondre aussi bien au sens de l'histoire qu'à des problèmes très pratiques qui se posent aux Parisiens, des problèmes d'embouteillage, des problèmes de logement et le grand enjeu de la transition démocratique. Alors, on va revenir sur toutes ces thématiques. Au Trianon, il y a eu un happening de la comédienne Marie Saint-Filtre qui est venue sur scène et qui a eu des propos que certains ont jugés vulgaires, voire sexistes, puisque notamment Marlène Schiappa a réagi notamment sur les gros lolos d'Anne Hidalgo. Comment vous avez vécu ça et pourquoi vous l'avez laissé dérouler son sketch? D'abord, si on revoit la scène, si on se remet dans l'ambiance, je commence mon discours, très concentré, et puis là, grand remue-ménage, ça s'agite au niveau du service d'ordre, ça commence à tourner à la grande bousculade, et la comédienne qui crie « Monsieur Villani, laissez-moi passer, j'ai un poème, c'est Marie Saint-Filtre ». Et évidemment, j'ai compris, j'avais été voir le spectacle de Marie Saint-Filtre quelques semaines ou mois auparavant, j'ai compris, ça y est, c'est mon tour. Et c'est à mon tour de voir mon meeting se faire déranger par une performance de Marie Saint-Filtre. Qu'est-ce que vous allez faire là-dedans? Vous n'allez pas refuser l'accès. Non, mais après, les propos sexistes ou vous laissez parler, vous n'allez pas refuser l'accès. Imaginez la façon dont on aurait dénoncé. Mais Cédric Villani, quel hypocrite, il va admirer le spectacle de Marie Saint-Filtre, mais quand c'est son tour de se faire troller, il refuse. Donc évidemment, il fallait laisser la comédienne s'installer. Les propos n'engagent qu'elle, et c'est pas à moi de réagir à ces propos. C'est comme quand vous vous faites mettre en boîte par Cyril Eldin ou Guillaume Meurice ou Charline Van Lecker, et voilà. Et quand ça vous arrive, on garde le sourire, on n'endosse pas la responsabilité, on ne cherche pas non plus à contrôler. C'est une grande tradition. Alors évidemment, si vous en avez qui appellent à la haine raciale, qui montent les gens les uns contre les autres, voilà. En revanche, s'il s'agit du bon goût ou du mauvais goût, est-ce que c'est le politique qui va déclarer ça et imposer? Il y a une très longue tradition, et particulièrement en France, de respect pour la caricature, pour le bouffon. Et souvenez-vous, le bouffon à la cour a le droit de dire tout ce qu'il pense, y compris être grossier, d'insulter le roi, d'insulter n'importe qui. Et ce n'est pas au roi de recadrer le bouffon. On va revenir sur le programme un peu après cet épisode. La propreté, c'est un des sujets centraux de cette campagne. Et même le sujet que les Parisiens placent en numéro 1 dans leurs préoccupations. Exactement, et c'est pour ça qu'on ouvre avec ça. Et vous avez raison. Tous les candidats en font un axe de campagne, notamment Gaspard Ganzer qui va être le monsieur propre de Paris. Vous proposez d'utiliser l'intelligence artificielle pour résoudre le problème de la saleté. Mais comment concrètement? Attention, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. C'est inscrit dans votre programme que vous voulez utiliser l'intelligence artificielle pour... Oui, mais ce n'est pas en elle-même l'outil qui résoudra les choses. Il faudra aussi réorganiser les équipes, il faudra davantage d'humains sur le terrain, et l'intelligence artificielle n'est pas là pour remplacer, mais pour aider les humains. En tant que telle, toute seule, elle ne suffira pas à résoudre le problème, bien sûr. En revanche, ce sera un outil moderne, efficace, pour aider les équipes qui s'occuperont de la propreté. Et ici, il suffit de prendre les bonnes idées là où elles se trouvent,
en l'occurrence, en s'inspirant des travaux de Cortexia, cette start-up qui vient de cette jeune pousse qui a été développée dans le cadre de l'École polytechnique fédérale de Lausanne et qui s'occupe de faire de la cartographie en direct, en temps réel, des rues de Paris et de détecter automatiquement lesquelles sont les plus sales, où est-ce qu'il y a quelle typologie de déchets, là où il faut agir en priorité. Travail ingrat s'il en est, personne n'a envie de se promener partout pour repérer quels sont les endroits où il faut renvoyer une équipe, mais c'est précisément ça, le partage des tâches entre l'humain et la machine. À la machine, les tâches les plus rébarbatives, mécaniques, à l'humain, les tâches qui demandent le plus de doigté, le plus d'expérience, le plus d'empathie et de contact aussi. Alors, nous sommes allés à la rencontre des Parisiens et justement sur la propreté, enfin au sens élargi, vous allez voir. Claudette a une question à vous poser. Je m'appelle Claudette Couta. Donc, ma question pour Monsieur Villani est l'éradication des rats, est-ce que c'est possible à Paris? Voilà. Alors, l'éradication des rats. La réponse est oui. Attention, attention. Il ne s'agit pas d'assommer, de tuer, de massacrer les rats à coups de poison. Vous n'avez pas envie de remplacer, vous n'avez pas envie que dans le parc où jouent vos enfants, il y ait des rats. Vous n'avez pas non plus envie que les parcs soient pleins de morts aux rats. En revanche, il s'agit de tout faire pour que les rats restent là où ils doivent être, c'est-à-dire dans les égouts. Et ça, c'est possible. Les grandes métropoles y arrivent. Si nous n'y arrivons pas, c'est en particulier, en priorité, parce qu'il y a tellement de saleté dans l'espace public. La saleté appelle le rat, c'est normal, il cherche à manger, pardon. Alors, vous voulez mettre, il nous reste peu de temps, hein, Cédric Villani, donc il va comptez sur moi, avec des réponses assez avec moi, concises. il n'y aura pas de rats sur le trottoir. Voilà, avec les travaux, les rats souvent voilà, sortent. Enfin bon, vous voulez mettre la science au service de l'écologie. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'aujourd'hui, l'écologie, dont tout le monde a bien compris que c'est un grand enjeu, elle est abordée d'une façon qui manque d'efficacité, qui manque de rationalité, qu'elle a besoin d'indicateurs, qu'elle a besoin de technologie. C'était déjà un chapitre de mon rapport sur l'intelligence artificielle au service de l'écologie, et ça a été le rapport que j'ai remis au gouvernement en 2018. On va parler maintenant d'un autre sujet qui inquiète tout particulièrement les Parisiens, c'est le logement, notamment le prix du logement. Écoutez la question de Youssef. Alors bonjour, je m'appelle Youssef Abdaoui, j'aimerais bien de nouveau habiter à Paris, sauf que ça devient extrêmement cher et comme j'ai des enfants, j'ai envie d'avoir un peu plus de place que ceux à quoi je pourrais prétendre avec mon salaire, même si je ne m'en plains pas. Donc Monsieur Villani, qu'est-ce que vous nous proposez pour réduire le prix des loyers? Merci. Encadrement des loyers permettra déjà d'empêcher une hausse trop forte. S'il s'agit de réduire dans la durée le prix des loyers, il faut produire davantage de logements. Pour produire davantage de logements à l'intérieur de Paris, à l'intérieur du périphérique, nous avons trop peu de place. Nous avons besoin d'élargir l'offre et de travailler sur l'ensemble de la couronne. Échelle métropolitaine, seule solution. Alors, il y a aussi d'autres solutions, comme celle de la foncière solidaire, qui dissocie la propriété du foncier et la propriété du bâti, qui ont commencé à être expérimentées à Paris dans la suite de la loi Elan. Je m'inscris là-dedans, mais là encore, ça ne concernera qu'un très petit nombre de logements dans Paris. Il faut élargir l'offre. Et combien de logements sociaux vous comptez Je compte atteindre les objectifs de la loi. Ça veut dire en 2025, 25% de logements sociaux, 290 000 logements. Il faut pour cela en avoir 25 000 de plus. Et c'est un engagement de mon côté. 1% de ce logement sera réservé à la lutte contre le sans-abrisme et à la possibilité d'accueillir les plus démunis, ceux qui sont en détresse dans les rues de Paris. Et pour les classes moyennes, par exemple, Benjamin Griveaux propose un prêt de 100 000 euros pour acquérir... Ce n'est pas un prêt qu'il propose, c'est bien une mise, mise de départ. Même pas, une mise en reprenant ensuite au moment de la revente par rapport à la plus-value. Je pense que c'est une mesure idéale pour faire grimper encore plus le prix du foncier à Paris, comme l'ont remarqué tous les acteurs du logement. Et donc, je pense que c'est une fort mauvaise mesure. Alors, vous avez hier, dans une interview pour le JDD, vous avez dévoilé cette mesure de votre programme, cette promesse d'annexer les 22 Attention, qu'elles soient ensemble, je ne parle pas d'annexion. Je parle d'avoir un Paris agrandi. De les intégrer. Voilà, les 22 communes de la petite couronne de Paris. Est-ce que, selon vous, c'est votre ressort en tant que maire de Paris? Est-ce que vous croyez vraiment qu'elles vont
tout accepter, les 22 communes, d'être rattachées à la municipalité de Paris? Je pense que c'est un sujet qui doit être débattu de façon importante parce qu'il concerne la vie des Parisiens. On parlait de logement tout à l'heure. On pourrait aussi parler de circulation. Impossible de résoudre les problèmes de circulation dans Paris si on ne travaille pas à l'échelle de l'extérieur de Paris. Donc, ce sont des problèmes du quotidien, ce sont des problèmes du futur. Et on a le devoir de les mettre sur la table politiquement. Bien sûr que cet élargissement, il ne pourra se faire que dans le cadre d'un dialogue territorial où l'État jouera tout son rôle. Mais c'est le devoir du maire de Paris que de porter le projet politiquement, s'il juge qu'il est bon, comme c'est mon cas. Et donc concrètement, vous seriez maire de Paris et de Saint-Denis, par exemple, et ou c'est juste d'un Paris agrandi, d'un nouveau Paris qui renouera avec le sens de l'histoire. Je vous rappelle que Belleville, il n'y a pas si longtemps, était à l'extérieur de Paris. Qu'en 1860, Paris est passé de 12 à 20 arrondissements en s'agrandissant. Imaginez un instant qu'à cette époque-là, on ne l'ait pas fait. Rendez-vous compte du handicap que ça constituerait pour Paris. Aujourd'hui, Paris, quand on le compare aux métropoles internationales, aux autres, est très petit, 15 fois moins de surface que Londres. Ça nous handicape dans notre quotidien, dans notre économie, dans notre vie tout simplement. Et c'est le devoir du maire de Paris que de proposer à l'État les solutions d'avenir pour faire entrer sa ville, pour faire entrer Paris dans le XXIe siècle pleinement. En termes de, je passe à un autre sujet, de lutte contre l'insécurité, on ne vous entend pas trop. Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Ce n'est pas faute de l'avoir dit, et assez tôt, une police municipale avec 4500 agents. Pour vous. Une police municipale en partie armée. Il faut bien distinguer. On arme les uns et pas les autres. Enfin, tout le monde équipé, certains avec des armes létales et pas d'autres. Et il faut distinguer dans la police municipale les fonctions qui serviront de support, les fonctions de présence, les fonctions d'intervention. Dans mon projet, c'est la brigade d'intervention qui, elle, est armée d'armes létales. Les autres qui ne le sont pas. Certains vont vous parler d'une police municipale complètement armée. Et personnellement, ce n'est pas quelque chose qui me rassure particulièrement, parce que ça veut dire que vous confiez aux actuels membres de la DPSP qui n'ont passé leur carrière à adresser des contraventions, que vous leur confiez des armes létales. Ce n'est pas cela qui me rassurerait. Chacun son équipement et sa formation. On va passer à quelques questions stratégie. Le divorce est définitivement acté entre vous et le camp de Benjamin Griveaux. Lui dit que vous plombez votre propre camp. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous appelez camp? Je ne comprends pas. Depuis le début, je vous parle d'une candidature libre. C'est quoi mon camp? Vous êtes toujours candidat En Marche. Vous êtes toujours celui des Parisiens. Député En Marche. J'ai été exclu, excusez-moi, j'ai été exclu. Mon camp dans cette campagne, c'est celui des Parisiens, des citoyens. Et ça a toujours été celui-ci. Et je ne plombe pas mon camp puisque je m'adresse aux Parisiens. Je suis en train de développer l'offre qui, selon moi, est la seule à même de répondre aux enjeux de la campagne. À la fois de réparer le chaos actuel, en ordonnant les choses, en travaillant sur les questions de circulation. Vous parlez de chaos? Je parle de chaos, oui. Et on le voit dans la façon dont on a assisté ces dernières années à la prolifération des travaux non planifiés, à la confusion dans l'espace public sur les circulations. Il faut ramener de l'ordre dans tout cela, mais aussi à mettre sur la table les grands enjeux de la décennie à venir. Et pour moi, travailler là-dessus en liberté et avec un devoir de vérité, c'est exactement rendre service aux Parisiens. Et sur la possible coalition climat, David Béliard vous tend la main, vous ne la prenez pas? Ah, moi, je suis un homme qui prend les mains quand on les tend et quand elles s'accordent sur un projet. Et on ne peut nier qu'il y ait des convergences sur le projet et avec des visions complémentaires, là où mon écologie se nourrit en particulier des sciences, du regard de la technologie et des chiffres. La coalition climat voit cela un autre excellent exemple de ce dont les Parisiens ont besoin et que les appareils politiques freinent. Mais vous êtes quand même aux alentours dans les sondages de 10%. Est-ce que ça veut dire que pour l'heure, vous ne parvenez pas à rassembler autour de votre candidature? Ici, très clairement, on est sur ma démarche. Vous l'avez compris. Elle est de parler aux Parisiens, elle est de leur présenter la meilleure offre. Lisez mon programme sur mon site. Il y a bien des candidats qui n'ont pas publié leur programme. Le mien est en ligne. Il est à la fois ambitieux et réaliste et réalisable. Et lisez les équipes, regardez les équipes. Elles ont une bonne dose de société civile, de personnes qui connaissent Paris et qui, comme moi, s'engagent avec leur expérience, pas leur parcours politicien, mais leur expérience pour transformer la ville. On va se quitter sur ces mots. Cédric Villani, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une prochaine émission de 20 minutes chrono. Merci.